Lorsqu'un avion est en vol, tout peut arriver. Une panne de carburant au milieu de l'océan, c'est la mort. Mais la perte des moteurs est le pire cauchemar des pilotes. C'était la première fois que je lançais un Mayday. La première et la dernière. Les gens criaient, priaient. Je pensais à ma famille. Ce que je n'avais pas dit, ce que j'aurais dû dire. Un atterrissage sans moteur nécessite des nerfs d'acier. L'appareil a fait un virage incliné et on a commencé à descendre très vite. Ce type de situation peut tourner à la catastrophe. Mais il arrive aussi qu'un pilote entre dans la légende. Il a dit « crispez-vous ». Et à ce moment-là, j'ai mis la tête entre les genoux, en espérant que tout allait bien se passer. Any ideas? Absolutely not. This is the captain. Brace for impact. Nous sommes le 15 janvier 2009 à New York. L'aéroport LaGuardia accueille 30 millions de passagers par an et son espace aérien compte parmi les plus fréquentés aux États-Unis. Patrick Harten, 34 ans, est l'un des contrôleurs chargés de réguler le trafic. Il a déjà 10 ans d'expérience dans ce métier très exigeant. On ne peut pas se permettre le moindre relâchement. Il faut être au top tous les jours, sinon il vaut mieux rester chez soi. Les enjeux sont trop grands. Ce matin, Patrick Harten guide le départ du vol US Airways 1549, un décollage de routine. L'Airbus A320 va relier LaGuardia à Charlotte, en Caroline du Nord, avec 150 passagers à bord. C'est un avion à fuselage étroit, équipé d'affichage informatisé et de commandes de vol électriques. Le commandant de bord est Chesley Sullenberger, surnommé Sully. Avec 42 ans d'expérience et près de 20 000 heures de vol à son actif, c'est l'un des pilotes les plus chevronnés de la compagnie. On avait appris à se connaître sur le plan personnel. Les enfants, la famille, le commandant Sullenberger fait les choses dans les règles. Et tous les membres d'équipage étaient sur la même longueur d'onde. Jeffrey Skiles est le copilote. Sheila Dale est chef de cabine. Après 4 jours de vol, c'est le dernier trajet pour l'équipage avant une période de repos. L'avion était assez plein. Les passagers rangeaient leurs bagages, s'installaient dans leurs sièges. Et ensuite, tout le monde a pu se détendre et se préparer pour le voyage. De nombreux passagers prennent ce vol régulièrement après avoir travaillé à New York pendant la semaine. Barry Leonard, un homme d'affaires, l'emprunte tous les jeudis. Je faisais ce trajet toutes les semaines. Je partais à New York le lundi matin et je rentrais jeudi avec le vol de 14h45, le vol 1549. Néanmoins, ce n'est pas tout à fait un jour comme les autres pour Barry Leonard. Il vient en effet d'apprendre que le cancer de sa femme est en rémission complète. Je me souviens avoir dit dans ma prière, « Mon Dieu, si quelqu'un doit partir, faites que ce soit moi plutôt qu'elle. » Et le cabinet du médecin m'a appelé pour annoncer la bonne nouvelle. J'étais heureux et soulagé. Sir, your phone, please. Thank you. I love you. All set. À 15h25, l'avion décolle avec Jeffrey Skiles, le copilote, aux commandes. Après le décollage, l'avion est pris en charge par le contrôle des départs et ce jour-là, c'était moi. L'appareil est identifié par le radar, donc je le vois sur l'écran et je le fais monter le plus haut possible. Là, c'était 15 000 pieds. Catches 5049, New York departure radar control. Plan and maintain 15,000. Maintain 15,000.
Cactus 1549. Par cet après-midi de janvier, le temps froid et dégagé offre une vue magnifique sur la métropole. Ah, what a view of the Hudson today. Pensant avoir 2 heures devant eux, les passagers s'installent confortablement. Mais aujourd'hui, le vol va durer moins de 6 minutes. 1 minute et 35 secondes après le décollage, Eric Stevenson remarque quelque chose d'étrange dans le ciel. Tout à coup, j'ai vu une sorte de gros nuage qui avançait très rapidement. Quelques instants plus tard, le mystérieux nuage percute l'avion. On a entendu un bruit sourd. L'appareil a été un peu secoué et on a tous légèrement sursauté. J'ai murmuré dans l'oreille de Donna, ma collègue. C'était quoi ça? Et elle a répondu, je crois que c'était un impact d'oiseau. Je me souviens avoir senti une odeur et j'ai cru à un incendie électrique. Il y avait une odeur de poulet brûlé. Le problème d'odeur n'est qu'un début. Oh yeah. Got one rolling back. Si la majorité des oiseaux ont percuté les ailes et le nez de l'appareil, 7 ont pénétré directement dans les réacteurs. We got both of them rolling back. Les 2 moteurs sont hors d'état de fonctionner. Ignition start. L'équipage a dû prendre conscience de la gravité de la situation très rapidement. Les instruments indiquaient que la poussée des moteurs faiblissait. L'appareil devait commencer à piquer et le bruit des réacteurs diminuait. Dans la cabine, les passagers comprennent qu'il se passe quelque chose. Tout à coup, j'ai commencé à entendre un bruit. Ça faisait... J'ai pensé, bon sang, mais c'est quoi ce bruit? On dirait des baskets qui tournent dans un sèche-linge. On aurait dit une voiture qui va tomber en panne. Je n'avais jamais entendu un réacteur faire un bruit comme ça. Donc il y avait un problème. Cependant, personne n'a encore réalisé la gravité de la situation. Après 30 ans de carrière, on essaie d'analyser la situation. Je pensais que c'était un problème mécanique et que les pilotes allaient annoncer qu'on faisait demi-tour pour rentrer à l'aéroport faire la réparation. Je me disais que ça risquait de prendre un certain temps et j'espérais qu'on ne serait pas obligé d'attendre le lendemain pour rentrer. Très vite, la situation devient critique. Derrière moi, les gens avaient l'air un peu agités. Pour eux, c'était dramatique parce qu'ils voyaient des flammes sortir des moteurs. Sans moteur, il n'y a plus d'alimentation électrique et les commandes de vol ne fonctionnent plus. Pourtant, même à 900 mètres au-dessus d'une des villes les plus denses au monde, le commandant Sullenberger garde son sang-froid. Chesley Sullenberger démarre le groupe auxiliaire de puissance, un petit réacteur dans la queue qui restaure l'alimentation électrique des commandes de vol basiques. Puis il prend le relais du copilote. Le transfert des commandes a été parfaitement géré. Sans pousser des moteurs, la priorité est d'éviter un décrochage. Le commandant baisse donc le nez de l'appareil pour accélérer. Puis il vérifie l'altitude et règle la vitesse permettant de planer le plus longtemps possible. Il ne faut pas descendre en dessous de cette vitesse tant qu'un des moteurs n'a pas redémarré pour retourner à La Guardia. C'est la marche à suivre à ce moment-là. Le QRH, pour Quick Reference Handbook, est un manuel conçu spécialement pour une utilisation rapide dans le cockpit. Ils savaient qu'ils devaient redémarrer un moteur. Donc Jeffrey Skiles, copilote très expérimenté, tente de redémarrer les 2 réacteurs. En suivant les instructions du manuel, il essaie d'avoir la bonne combinaison d'écoulement d'air, d'injection de carburant et d'allumage pour que les moteurs repartent. Néanmoins, ces efforts restent vains. Ce que l'équipage ignorait, c'est que le cœur des moteurs était tellement endommagé qu'il ne pouvait plus fonctionner, ce qui est très rare. 21 secondes après la collision avec les oiseaux, l'appareil perd de l'altitude au rythme d'environ 300 mètres par minute. Il vole dangereusement bas en approchant du Bronx.
Mayday, Mayday, this is Cactus 1549. Hit birds. Lost thrust in both engines. We're turning back towards LaGuardia. Patrick Harton ne peut oublier l'incroyable sang-froid du commandant de bord. Okay, yeah, you need to return to LaGuardia. Turn left, heading up 220. 220. J'ai tout de suite été frappé par la gravité de la situation. Il a dit qu'il avait perdu les 2 moteurs. Mais comme si c'était pas important. Bon, j'ai perdu les 2 moteurs. Ce sont les mots qui trahissaient l'urgence, pas le ton. Comme le commandant de bord, c'est la première fois que le contrôleur aérien est confronté à une perte totale de poussée. Mais il sait instinctivement que chaque seconde compte. Avec plus d'altitude, on a plus de temps pour réagir. Là, le problème s'est produit à 900 mètres environ, donc les possibilités étaient limitées. Et il fallait prendre une décision très rapidement. Patrick Harton pense d'abord faire revenir l'appareil à LaGuardia le plus vite possible. Il dégage l'espace aérien pour permettre au vol US Airways de se poser où il peut. Il ne faut pas que d'autres appareils se trouvent là où il peut se poser. Donc j'ai libéré la piste pour lui. Cactus 1549. If we can get it for you, do you want to try and land runway 13? J'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. Je me sentais hyper concentré. Je pense que c'est grâce à ça que j'ai pu faire abstraction de tout le reste, pour essayer de trouver la bonne solution. Le commandant Sullenberger sait que la meilleure solution serait de rentrer à LaGuardia. Car même si un atterrissage sans moteur reste très risqué, il y a des précédents de pilotes ayant réussi à se poser dans les mêmes conditions. Nous sommes le jeudi 23 août 2001 à Toronto, au Canada. C'est la haute saison pour le transport aérien et le vol Air Transat 236 décolle à destination de Lisbonne au Portugal. La majorité des 296 passagers sont des Canadiens partant en vacances ou des Portugais rentrant chez eux. J'attendais ce voyage avec impatience. C'est toujours super de rentrer au Portugal. C'est un pays magnifique et je suis toujours contente de rentrer. J'étais pas rentré en Europe depuis longtemps. Donc j'avais hâte d'y être pour faire la fête, aller à la plage, bien manger. C'était un voyage pour s'amuser et profiter à fond. Robert Pichet, le commandant de bord, a commencé à piloter adolescent et il cumule quelques 16 000 heures de vol. Doug de Jaeger, le copilote, a lui presque 5000 heures de vol à son actif. À 20h52, l'Airbus A330 décolle avec 47 tonnes de carburant à bord, soit plus de 4 fois la quantité nécessaire pour le vol. Les routes atlantiques étant particulièrement encombrées ce jour-là, le contrôle aérien demande au commandant Pichet de faire un détour d'une centaine de kilomètres au sud. J'ai dit d'accord. J'ai juste regardé sur l'ordinateur et j'ai vu que ça nous faisait perdre quelques minutes. Donc c'était négligeable, quelques minutes de carburant. Alors j'ai dit d'accord. Le commandant de bord ignore à cet instant que ce petit détour aura une importance cruciale par la suite. À 5h03 du matin, à mi-chemin au-dessus de l'Atlantique, les pilotes remarquent une anomalie au niveau du moteur droit. La température d'huile est trop basse et la pression d'huile trop élevée. Les pilotes n'ayant jamais été confrontés à une telle situation, ils contactent le centre technique au Québec. Les techniciens au sol sont eux aussi perplexes. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait, parce qu'il n'y avait pas de dégradation des performances du moteur. Donc les pilotes ont continué leur route sans savoir qu'il y avait un problème. Une demi-heure plus tard, une alarme signale un déséquilibre entre les quantités de carburant dans chaque aile. Quelle que soit la cause exacte de l'anomalie, au milieu de l'océan, c'est inquiétant. Donc je me suis dit, j'espère que ce n'est pas un gros problème. Parce qu'une panne de carburant au milieu de l'océan, c'est la mort. Afin de rééquilibrer l'appareil, les pilotes ouvrent une vanne de transfert qui envoie du carburant de l'aile gauche vers le moteur droit.
Or, les pilotes ignorent à cet instant qu'il y a une fuite dans la canalisation. L'ouverture de la vanne de transfert est donc la pire des solutions, car le reste du réservoir gauche va maintenant être perdu. Les pilotes maintiennent le cap, sans réaliser que l'appareil perd presque 4 litres de carburant par seconde. Il faut 10 minutes au copilote pour remarquer que la perte de kérosène s'accélère. Pour un pilote, c'est le pire cauchemar. Une grosse fuite de carburant au-dessus de l'océan. Je n'avais aucune envie de vivre ça. Mais c'était un vrai cauchemar cette nuit-là. Soupçonnant une fuite, le commandant Pichet demande à une hôtesse d'examiner visuellement l'aile droite. L'obscurité empêche cependant de distinguer le fin ruban de carburant qui s'étire sur des centaines de kilomètres derrière le moteur. Il était impossible pour eux de voir la brume de carburant rejetée par cette pompe hydraulique haute pression. Face à une situation critique, Robert Pichet doit réagir rapidement. Quand le copilote, Dirk de Jager, m'a annoncé qu'il nous manquait 8 tonnes de carburant, je me suis dit qu'il fallait dérouter pour se poser sur un autre aéroport. Robert Pichet ne peut prendre le risque de continuer à voler vers le Portugal. Il vire vers l'ouest pour atteindre l'aéroport le plus proche, la base aérienne de Lage, dans les Açores. C'est le seul espoir d'éviter la catastrophe. À l'aube, certains passagers réalisent que la situation n'est pas normale. J'avais déjà pris ce vol plusieurs fois et j'ai vu que le soleil n'était plus en face. Il était derrière nous. Or, ce n'était pas normal, puisqu'on était censé voler vers l'est. Et tôt le matin, le soleil doit apparaître devant, pas derrière. À 6h13, le pire cauchemar du commandant de bord se réalise. We're losing engine number 2. Maximum thrust on number 1 left engine. Fuel quantity left is falling fast. We're nearly at 0. Mayday, mayday, mayday. Trans 236 Santa Maria Control. C'était la première fois que je lançais à Mayday. La première et la dernière. Les passagers n'ont pas encore réalisé la gravité de la situation. Tout avait l'air normal. Et puis, quelques instants plus tard, j'ai vu une hôtesse arriver avec un gilet de sauvetage. Elle était à moins d'1 mètre et l'expression de son visage était grave. Et très vite, la situation a basculé. Tandis que les passagers se préparent à un atterrissage d'urgence, l'appareil tombe en panne de carburant. Mon cœur s'est emballé. En tant que pilote et même en tant qu'être humain, quand on voit la jauge de carburant qui indique 0, c'est assez terrifiant. Les commandes de vol cessent de fonctionner. Sans moteur, il n'y a plus d'alimentation électrique. Or, il ne faut pas oublier que c'est un avion avec des commandes de vol électriques. Et pour pouvoir piloter l'appareil, il faut qu'elle soit alimentée. Dans la cabine aussi, le courant est coupé. L'hôtesse était en train de donner des instructions et l'interphone a arrêté de fonctionner. Alors elle a carrément jeté le combiné et elle a continué à donner ses instructions en criant. La peur sur leur visage, c'était vraiment frappant. Le personnel de bord en savait plus que nous sur la gravité de la situation. Bien sûr, on a suivi les instructions, on a mis les gilets de sauvetage, et le steward qui était à côté de moi pleurait. Il était terrifié, comme nous tous. La seule façon que j'ai trouvée de garder mon calme, c'était de penser à comment j'allais m'y prendre pour survivre. J'allais sortir de l'appareil et m'éloigner en nageant le plus vite possible. Le vol Air Transat est tombé à court de carburant à une altitude de 34 000 pieds, soit 10 000 mètres environ. Or, il reste 100 km à parcourir jusqu'à l'île de Terceira. L'avion était devenu un simple planeur, mais avec 306 personnes à bord. Et je savais que dans 10 minutes, on allait devoir faire un amérissage forcé, avec la mort au bout du chemin. C'était pas très positif.
Comme l'Airbus A320 du commandant Sullenberger, l'appareil d'Air Transat n'est plus qu'un gigantesque planeur. Il perd de l'altitude au rythme de 450 mètres environ par minute, et l'île de Terceira n'est toujours pas apparue. Or, un amérissage dans l'océan serait extrêmement risqué. Je savais qu'il y avait généralement peu de survivants après un amérissage forcé. Les chances de survie sont assez faibles dans ce cas-là. En cas d'amérissage, j'aurais eu aucune chance de survivre. Je ne sais pas nager. Donc j'étais persuadé que c'était la fin. Soit j'allais me noyer, soit j'allais mourir au moment de l'impact. Je me préparais à mourir, je pensais à ma famille. Ce que j'avais pas dit, ce que j'aurais dû dire. Ce genre de choses. Au moment où le commandant Pichet se prépare mentalement à un amérissage, l'île apparaît enfin. Comme l'appareil se comportait relativement bien, je me suis dit, bon, on va pouvoir atteindre l'île et tenter de se poser sur la piste. Le plus dur reste à faire et la dextérité du pilote sera déterminante. L'appareil vole trop haut et trop vite. Il faut donc perdre de la vitesse pour avoir une chance de se poser sans incident. La descente était plus rapide que pour un atterrissage normal, un atterrissage de routine. Donc pour ralentir, il a dû faire une série de virages serrés, un peu comme en ski. L'appareil montait, descendait, basculait à 45 degrés. Une fois de temps en temps, on descendait brusquement. Le pilote a fait un virage très serré. L'aile droite est montée tellement haut que j'ai vraiment cru qu'on allait se renverser. Je sentais l'appareil trembler parce que le virage était tellement serré. L'appareil approche de la piste à 200 nœuds, bien au-delà de la vitesse recommandée pour un atterrissage. Il a dit « crispez-vous ». Et à ce moment-là, j'ai mis la tête entre les genoux, en espérant que tout allait bien se passer. 19 minutes après être tombé en panne de carburant, l'avion se pose, mais beaucoup trop vite. Le choc de l'atterrissage a été très fort. L'avion a touché le sol avec beaucoup de force. Un impact énorme. On a rebondi à 10 mètres de hauteur, en avançant de 600 mètres. Donc c'était un gros rebond. Je pensais vraiment que l'appareil allait se briser en morceaux, que le plancher allait se désintégrer et qu'après, ce serait la fin. Quand on s'est posé sur la piste, j'ai eu peur que l'appareil explose. Je pensais toujours que ma vie était en danger. Je voulais surtout arrêter l'appareil avant la fin de la piste, pour ne pas tomber dans l'eau. Grâce à un coup de pouce du destin, la piste de la base aérienne a été allongée voilà peu afin de permettre aux navettes spatiales de s'y poser. Avec les pneus éclatés et le train d'atterrissage sur le point de céder, l'appareil s'immobilise enfin. C'est la fin du cauchemar. Une base aérienne qui a une piste de 3000 mètres, c'est parfait pour se poser avec un appareil à court de carburant, dont les commandes ne fonctionnent plus normalement. On ne peut pas imaginer mieux. Je tape dans la main de mon copilote, parce qu'on se dit, bon, tout le monde a survécu, et l'appareil n'est pas trop endommagé. On a eu de la chance de ne pas sortir de la piste. Il n'y a aucune victime parmi les 306 personnes à bord, seulement quelques blessés légers. Les pilotes sont fêtés en héros. Je pense que personne d'autre n'aurait pu nous tirer de cette situation. C'était un miracle d'avoir le commandant Pichet avec nous.
Il a su résister à une pression énorme et faire ce qu'il fallait au bon moment. C'est un héros. You don't have time really to think about anything else than taking care of the safety of your passenger, you know. That's your main goal. Le commandant Piché établit un nouveau record du plus long vol plané avec un avion de ligne. Ces 19 minutes de vol plané m'ont semblé durer 19 secondes, ou plutôt 19 heures. Si le commandant Piché n'avait pas accepté un léger changement du plan de vol, l'appareil n'aurait jamais pu atteindre Terceira. Cet exploit prouve qu'il est possible de réussir un atterrissage sans moteur, à la condition d'avoir suffisamment d'altitude pour planer jusqu'à un aéroport. Dans le cas du vol US Airways 1549, la situation est bien différente. Le commandant Sullenberger a perdu ses deux moteurs à seulement 850 mètres d'altitude au-dessus de New York. Il ne lui reste donc que 3 minutes de vol pour atteindre un aéroport. Un espoir bien mince. Il doit prendre une décision très rapidement. Et il sait qu'un mauvais choix peut mener à la catastrophe. Patrick Harten a fait tout ce qui était en son pouvoir pour dégager l'espace aérien de LaGuardia et laisser aux pilotes la possibilité de choisir. Le commandant Sullenberger annonce que l'appareil est trop bas. Une approche trop courte aurait eu des conséquences catastrophiques. It's over to our right. Anything in New Jersey, maybe Teterboro? Okay, yeah, on your right side is Teterboro Airport. You want to try and go to Teterboro? Yes. Il évoque la possibilité d'aller à Teterboro. Et c'est pas à moi de demander pourquoi. Dites-moi ce que vous voulez et je m'en charge. Teterboro Town need a runway. Qantas 1549 needs to go to the runway right now. Le pilote réfléchit à la vitesse de l'éclair. Compte tenu de l'altitude et de la vitesse, pourra-t-il réellement atteindre Teterboro? Compte tenu du taux de chute, c'était impossible. Qantas 1549, turn right, 280. You can land runway 1 at Teterboro. Unable. Okay, which runway would you like at Teterboro? 137 secondes seulement après la collision avec les oiseaux, le commandant Sullenberger prend la décision la plus difficile de sa vie. We're going to be in the Hudson. Patrick Harten est sous le choc. I'm sorry, say again, Cactus? J'ai entendu les mots, mais j'ai pas pu les intégrer. Pour moi, c'était hors de question. J'avais déjà été confronté à des situations d'urgence et j'avais toujours pu ramener l'appareil à l'aéroport. Donc je n'avais pas envisagé d'autres possibilités. C'était la première fois qu'un avion risquait réellement de ne pas atteindre la piste. Donc j'imagine que je n'étais pas prêt à l'accepter. Et c'est probablement pour ça que je n'ai pas intégré consciemment la phrase « On va finir dans l'Hudson ». Les précédents dans l'histoire de l'aviation montrent en effet qu'un amérissage forcé mène à la catastrophe. Nous sommes le 23 novembre 1996 à Addis Abeba. Le vol Ethiopian Airlines 961 est sur le point de décoller avec 163 passagers et 12 membres d'équipage à bord. Sa destination est Nairobi, au Kenya. Michael Odenyo revient d'un voyage d'affaires et il a décidé de rentrer un jour plus tôt que prévu afin de prendre le même avion qu'un ami. J'étais content de voyager avec mon ami et ses enfants. On a demandé à être assis ensemble, mais ce n'était pas possible. Le Boeing 767 a pour commandant de bord Leul Abaté et Jonas Mekouria est le copilote. Le décollage se déroule sans incident. Mais après 20 minutes de vol, la situation bascule dans la violence. J'ai entendu du bruit derrière moi. Il y avait un type qui courait et qui a poussé l'hôtesse de l'air en criant. 3 hommes menacent de faire exploser une bombe. On était obligés de les croire. L'un d'eux avait dans la main un objet emballé dans du plastique qui aurait pu être une grenade. Je crois que personne n'était prêt à vérifier si c'était du bluff ou à essayer de les stopper, parce qu'ils avaient l'air très excités. Ils étaient vraiment menaçants. Les pirates de l'air font irruption dans le cockpit et frappent le copilote.
We don't have enough fuel to fly to Australia. You are a liar! You said this plane could fly for 11 hours! Look at the fuel level, we don't have enough. You don't take us to Australia. I will blow up this plane. C'est la pire situation de stress imaginable. Se retrouver avec un pirate de l'air à bord qui dit avoir 8 complices avec lui dans la cabine et qui menace de faire exploser l'avion. La seule chose à faire, c'était essayer de rester calme et de ne pas attirer leur attention. À l'époque, les détournements d'avions sont assez courants en Éthiopie et ils se terminent généralement sans incident. Je pensais qu'on se poserait sur un aéroport, que les pirates de l'air négocieraient et que si tout se passait bien, on serait relâché. Avant le 11 septembre, on écoutait ce que disaient les pirates de l'air. Parce que leur objectif n'était pas de tuer tout le monde. Ils voulaient juste détourner l'appareil. Donc je pense que personne ne voulait vraiment se lever de son siège. Les passagers ont cru à cette histoire de bombe et ils pensaient que l'avion allait se poser sans incident. En réalité, c'est du bluff. Il n'y avait ni complice, ni bombe. Au fil des heures, ils ont commencé à boire. Ils avaient une bouteille de whisky et j'imagine qu'au bout d'un certain temps, ils étaient saouls. Les pilotes de l'air relâchent leur vigilance et le commandant de bord en profite pour mettre le cap vers un aéroport dans l'archipel des Comores. La ruse fonctionne presque, mais à quelques minutes de la destination, l'alarme de bas niveau de carburant se déclenche et le moteur gauche s'arrête. Ladies and gentlemen, this is your pilot. We have run out of fuel and we are losing one engine at this time. We are expecting a crash landing. Tandis que les passagers paniqués se préparent à un amérissage forcé, une bagarre éclate dans le cockpit entre l'un des pirates et le commandant de bord. Pendant une phase critique de l'atterrissage, les pirates de l'air ont commencé à frapper le pilote alors qu'il était aux commandes et tentait de maîtriser l'appareil. Dans la bagarre, le pilote automatique est désactivé. Tandis que le commandant abatté tente de maîtriser l'appareil, le second moteur tombe à court de carburant. Selon moi, c'est la pire des situations imaginables. De perdre les moteurs sans savoir ce qui va se passer, ni quelle sera la destination finale. Les gens criaient, priaient, Jésus ou Allah. C'était terrifiant. La plupart des passagers avaient très peur. Le commandant abatté n'a d'autre choix que de tenter un amérissage dans l'océan. Il s'efforce d'approcher du rivage et de ralentir l'appareil. Un amérissage forcé avec un avion en réaction, c'est très risqué. Il faut ralentir le plus possible et entrer dans l'eau en maîtrisant la trajectoire. Les réacteurs sont en dessous des ailes, et si la partie avant touche l'eau, cette résistance va avoir tendance à entraîner le nez de l'appareil sous la surface. Donc il faut absolument essayer de garder le nez vers le haut pour éviter que l'avant des moteurs touche l'eau. Je pensais à ma fille, bien sûr. Elle n'avait qu'1 an et demi à l'époque, et à ma femme. Je ne connaissais personne qui avait survécu à un crash, donc je pensais que mes chances étaient minces. J'espérais juste ne pas être blessé au moment de l'impact pour pouvoir sortir de l'avion en nageant. Je pensais que mon heure n'était pas encore venue. C'était un peu trop tôt. Quelques instants avant l'impact, le commandant abatté vire à gauche pour tenter de se poser parallèlement aux vagues. Cependant, l'aile gauche s'enfonce dans l'eau, ce qui entraîne la dislocation de l'appareil. Sur la plage, des touristes filment la catastrophe. L'appareil a touché l'eau. Et quelques secondes plus tard, il s'est brisé en morceaux. La queue et le cockpit se sont détachés. On était au milieu. Je me suis tourné et j'ai vu de la lumière derrière moi.
là où la queue s'était brisée. Alors instinctivement, j'ai décidé de nager vers la lumière. Je regardais vers le ciel et je me suis demandé où est-ce que j'étais. Est-ce que c'est le paradis? Et puis quand j'ai vu la côte, je me suis dit, OK, je suis encore sur Terre. Mais autour de moi, il y avait des corps qui flottaient, des gens gravement blessés. Ce n'était pas beau à voir. Il y a 50 survivants, dont le commandant abatté. On déplore 125 victimes, dont les 3 pirates de l'air qui ne répondront jamais de leurs actes devant la justice. Ce qui est vraiment triste, selon moi, c'est que ce sont toujours des innocents qui souffrent. Personnellement, j'ai perdu l'ami avec lequel je voyageais, et ses enfants sont morts aussi. Donc, après tout ce traumatisme du détournement, à mon retour, j'ai dû enterrer mon ami avec ses enfants. C'était très dur, et c'est quelque chose qui me poursuit encore aujourd'hui. 13 ans plus tard, à New York, le commandant Sullenberger se trouve dans une situation comparable. Après la perte des moteurs suite à une collision avec des oiseaux, lui aussi doit tenter un amérissage forcé. I'm sorry, say again, Cactus? Patrick Harton, le contrôleur aérien, refuse d'accepter la situation. Le pilote a-t-il réellement mentionné un amérissage? You want to guard Newark Airport off your 2 o'clock in about 7 miles. Pour moi, c'était une condamnation à mort. Je pensais que ça serait comme le vol Ethiopian Airlines. Le bout de l'aile qui touche l'eau et l'appareil qui se retourne. Ça ne peut que finir mal. Donc mon cerveau essayait de bloquer cette information parce que c'était un échec. On n'avait pas réussi à le ramener à l'aéroport. Cactus 1549, you still on? Trop concentré, le commandant Sullenberger ne répond plus. Il veut surtout éviter une répétition du drame du vol Ethiopian Airlines. Le plus important est de garder les ailes à plat et de ralentir le plus possible avant de toucher l'eau. Normalement, le train d'atterrissage participe au freinage, mais le pilote choisit de le garder rentré afin d'éviter que les roues déstabilisent l'appareil en plongeant dans l'eau. La seule solution est d'augmenter le frottement de l'air en gardant le nez vers le haut, mais avec un angle parfaitement maîtrisé. Le commandant Sullenberger n'a plus que quelques secondes pour se préparer et les passagers prennent conscience de la gravité de la situation. Je voyais le haut des immeubles et j'ai réalisé qu'on était plus bas. Donc, je savais qu'on continuait à descendre et je savais qu'on était au milieu du fleuve. À ce moment-là, on avait tous compris qu'on ne se poserait pas sur un aéroport. Par un hasard extraordinaire, à peine 24 heures plus tôt, Barry Leonard avait prié Dieu de prendre sa vie plutôt que celle de sa femme. Je me souviens avoir pensé à ce que j'avais demandé dans ma prière de la veille. Si quelqu'un doit partir, faites que ce soit moi. Donc, j'étais désolé pour tous les autres passagers à bord, parce que Dieu avait entendu mon message. We're going to crash, and I just want to say before I die, I love you, and I'm sorry. I love you so much. J'ai commencé à entendre ces messages poignants. Les gens laissaient des mots d'adieu à leur famille en disant à quel point ils les aimaient. Ça aussi, ça m'a fait réaliser qu'on allait peut-être à la catastrophe et qu'il était possible que ça se termine mal. Alors, j'ai pris une carte de visite et j'ai écrit un message à ma famille. Très vite, parce que je savais qu'on n'avait plus beaucoup de temps. Et puis, je l'ai glissé dans ma poche. Parce que je me suis dit, bon, si l'appareil explose ou qu'il prend feu, au moins dans ma poche, ils le retrouveront peut-être. Comme ça, ils sauront que mes dernières pensées étaient pour eux. Tout à coup, l'appareil a repris un peu d'altitude et le commandant de bord a fait une annonce au micro. Il n'y avait aucune trace d'inquiétude dans sa voix. Il était extrêmement calme. Et je pense que ça a donné l'impression à tout le monde
qu'il maîtrisait la situation à 100%. Sully a dit « Ici le commandant, crispez-vous avant l'impact ». Et ça nous a rappelé qu'on avait une mission à remplir. Brace, break, break. Head down and stay down. Tout à coup, elles ont commencé à répéter « Crispez-vous, tête vers le bas. Crispez-vous, tête vers le bas ». C'était comme dans un film d'horreur. Brace, brace, brace. Head down, stay down. Je me souviens que c'était vraiment lancinant. Head down, stay down. J'avais entendu cette phrase pendant 30 ans, mais dans le cadre de nos formations. Et en tant qu'hôtesse, c'est vraiment la dernière chose qu'on a envie d'annoncer aux passagers, au-dessus d'une zone urbaine. Brace, head down and stay down. Cactus 1549, if you can. Runway 29 is available in Newark. It'll be on 2 o'clock in 7 miles. L'appareil descend au milieu des immeubles, puis disparaît du radar. Il n'y avait plus de communication entre nous. Comme le veut la procédure, le contrôleur est escorté dans une pièce isolée pour donner son témoignage. Sans télévision ni accès à Internet, Patrick Harton n'a aucun moyen de savoir ce qui est arrivé au vol US Airways 1549. Je me suis dit, waouh, le pire accident aérien dans l'histoire récente, et c'est sous ma responsabilité. C'est difficile à gérer. Patrick Harton est loin d'imaginer l'incroyable sang-froid dont a fait preuve le commandant Sullenberger. Flaps to 2, you want more? No, let's keep it at 2. Got any ideas? Actually not. En approchant du fleuve, le pilote garde le nez orienté vers le haut et les ailes à plat. Brace, brace, brace. Head down, stay down. Brace. En plein New York, l'appareil se pose sur le fleuve. Quand l'avion a touché la surface de l'eau, ça m'a rappelé le ski nautique, quand le bateau frappe une vague très fort. Boum! L'atterrissage a été très brutal. On avait bien serré nos ceintures, mais on a rebondi sur nos sièges et on est retombé. Et l'appareil a glissé vers la gauche. Un des moteurs s'est détaché de l'aile et quand j'ai senti la secousse, je me suis dit « Oh, on a presque survécu, mais maintenant l'aile va s'enfoncer dans l'eau et on va se retourner. » Mais heureusement, quelques secondes plus tard, l'appareil s'est immobilisé. Quand l'avion a touché l'eau, c'était comme un gémissement. On était en un seul morceau et il n'y avait pas d'incendie. Donc même si l'atterrissage avait été brutal, je pensais qu'on allait s'en sortir. On a survécu à l'atterrissage en catastrophe. C'était vraiment incroyable. C'était un amérissage parfait. Les ailes étaient à plat et l'appareil avait la vitesse la plus basse possible. Le pilote a réussi à minimiser le taux de descente juste avant l'impact, donc la queue a touché en premier, ce qui a permis de garder les moteurs en dehors de l'eau un peu plus longtemps. C'était une bonne combinaison entre les qualités du pilote et celles de l'appareil. L'appareil étant toujours en un seul morceau, il flotte sur le fleuve comme un bateau. Mais personne ne sait si cela va durer. Le commandant est sorti du cockpit et il a dit « Évacuez ». Dans la cabine, c'était le chaos organisé. Et j'avais toujours la sensation que la chance était de notre côté. C'est maintenant le personnel de cabine qui doit entrer en action. Le commandant Sullenberger sort en dernier, après avoir vérifié qu'il ne reste personne dans l'avion.
Les passagers attendent les secours sur les ailes. Pendant ce temps, à l'aéroport, Patrick Harton ignore encore que par miracle, aucune victime n'est à déplorer. J'étais perdu dans mes pensées et elles n'étaient pas très positives, c'était horrible. Après 145 morts dans un accident aérien, ma vie allait basculer. On allait analyser mes moindres faits et gestes et je commençais à douter de moi-même. Est-ce que j'ai fait une erreur? Qu'est-ce que j'aurais dû faire différemment? C'est ce genre de choses que j'avais en tête. Et ce n'était pas une situation facile à gérer. Dans la panique, les collègues du contrôleur ont totalement oublié de l'informer. Il leur a fallu 45 minutes pour penser à me prévenir qu'il y avait des survivants. Et au départ, je ne les ai pas crus. Mais quand j'ai finalement réalisé que c'était vrai, je me suis senti libéré d'un poids énorme. L'amérissage sur l'Hudson est entré dans la légende de l'aviation. Le pilote a fait preuve d'une maîtrise exceptionnelle et il a pris la bonne décision. C'était impossible de mieux gérer la situation. Bien que la catastrophe ait pu être évitée, le NTSB, le Conseil national de la sécurité des transports, ouvre une enquête. J'étais responsable de la première audition. J'ai pu rencontrer le commandant Sullenberger et les choses ne se sont pas du tout passées comme dans le film Sully. Nous avons été très respectueux envers lui. Était-ce la bonne décision de tenter un amérissage d'urgence? Les enquêteurs reconstituent le vol dans un simulateur afin de vérifier si le commandant Sullenberger aurait pu atteindre un aéroport. Est-ce que c'était possible? Si on sait dès le début qu'il faut rentrer à l'aéroport, ça ne marche qu'une fois sur deux. Alors nous avons décidé de prendre en compte le processus de prise de décision suivi par l'équipage. Après la collision avec les oiseaux, les pilotes ont dû démarrer le groupe auxiliaire de puissance. Puis ajuster l'altitude pour avoir la vitesse de finesse maximum. Et vérifier dans le manuel la procédure de redémarrage des moteurs. Enfin, le commandant a dû calculer mentalement s'il avait le temps d'atteindre un aéroport. Ce ne sont pas des machines qui peuvent faire des calculs en un clin d'œil. Ce sont des humains qui doivent réfléchir avant de prendre une décision pour tenter de sauver la vie de toutes les personnes à bord. Lorsque le temps de réflexion nécessaire est pris en compte, le résultat est sans équivoque. Nous avons ajouté un retard de 45 secondes avant le retour vers la Guardia. Et là, le pilote n'a pas pu s'opposer. Les experts ont conclu que le commandant de bord a pris la bonne décision. Si le commandant Sullenberger avait tenté de se poser à la Guardia ou Teterboro, ou encore s'il n'avait pas maintenu les ailes à plat au moment de l'amérissage, il n'y aurait peut-être eu aucun survivant. On a survécu, alors que la plupart des gens auraient dit que c'était impossible dans cette situation. Et pourtant, on s'en est tous sortis, sans exception. J'ai énormément de respect pour le commandant Sullenberger et l'équipage. D'une part, parce qu'ils ont tous réagi de façon admirable ce jour-là, avec beaucoup de compétences. Et d'autre part, parce qu'ils ont su s'adapter à la situation et trouver une solution différente qu'ils ont mis en œuvre avec une rapidité incroyable. Je leur dois la vie. Personnellement, je pense que le commandant Sullenberger devrait se présenter aux élections présidentielles. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui et c'est un miracle. Depuis, je ne suis plus du tout le même. Et je pense que ce qui compte le plus, c'est de réaliser à quel point ma vie a changé. Et je dois dire que j'apprécie chaque jour à sa juste valeur, maintenant.